Bonsoir. Alors, c'est aujourd'hui la dernière séance du séminaire Blob. Nous sommes un peu émus après tous ces longs mois. Et avec Georges, nous tenions à remercier très chaleureusement la Cité de l'Architecture pour nous avoir accueillis toute l'année, et tout spécialement Marie-Hélène Contal, avec qui ça a été un bonheur de travailler durant cette résidence critique. Donc c'est une séance un peu spéciale à ce titre, et spéciale à un second titre, puisque nous accueillons aujourd'hui Anouk Legendre et Nicolas Desmazières de l'équipe XTU, dont j'essaierai de montrer qu'ils ont fait le blob le plus accompli dans notre cher pays. Aujourd'hui, en effet, après être allé quand même assez loin, en Corée, en Chine, on revient vers la France, et je trouve important, moi, qu'à la fin, justement, ce que l'on a appris dans les lointains puisse se confronter avec ce que l'on a sous les yeux et permettre un peu de relire ce qui nous entoure et la manière dont cela surgit. Donc le blob et la France, a priori, comme d'habitude, c'est une belle promesse. D'abord, une belle promesse parce que la France, dans les années 60-70, a quand même accueilli tout ce qu'on appelle un peu rapidement l'architecture bulle et toutes ces bulles déformées qui semblent préfigurer dans leur médium l'architecture blob. Hausermann, Chanéac, Antilovag. Et d'une certaine manière, au cours du séminaire, j'ai quand même été amené à dire rapidement que le rêve de blob individuel était un rêve et ne donnerait rien à partir du médium tel qu'on le connaissait en 1995. Mais le médium lui-même évolue, les techniques évoluent, et j'aimerais voir l'héritage de toute cette belle saison de bulles en France dans un prix qui vient d'être remis récemment à Faire Paris. On a salué ce projet-là qui prétend imprimer des petites maisons et qui va, ce faisant, pouvoir retrouver peut-être des formes organiques. Et si on connaît d'autres projets d'architecture possible, Christian Poggisser, eh bien, on voit apparaître des blobs qui pourront peut-être remplir notre doux pays. Et puis, après tout, on n'avait pas fait que des petites choses dans les années 70. Il y a cette magnifique école de Douvaine, 1978, d'Hausermann. On a de grands projets, le grand projet de Chanéac pour Beaubourg, grand panier 2 qui aurait pu être là, au centre Georges Pompidou. Alors évidemment, il n'est pas là. La seule chose qu'on a pu construire dans le genre bulles organiques à Paris, c'est ça. Ça a malheureusement disparu, centre de loisirs du Téqui. Alors vous voyez, les petits blobs, pour les appeler comme ça, c'est des pré-blobs, sont comprimés dans les murs d'un immeuble parisien de la rationalité et de l'orthogonalité parisienne. Ils souffrent un peu, mais enfin, il y a la mémoire de ces grands monuments prévus par Chanéac qui ressurgissent de temps en temps dans des bandes dessinées comme celle-ci. Et puis on pourrait même penser, pour un autre projet autour de Beaubourg, à l'œuf de Bruyère, qui est proposé pour le concours et qui lui aussi survit dans la mémoire comme un possible parisien, avec des films qui lui sont consacrés et qui l'encastrent dans les panoramas que nous connaissons bien. Alors l'œuf, en plus, il a quand même cette qualité extraordinaire qu'il est le retour au maternel, à l'enveloppant, mais qu'une fois que Bruyère comprend qu'il ne se posera pas à Beaubourg, eh bien, il le déplace dans le monde entier, dans les capitales, il fait des photomontages, et ça devient un objet mondialisé. Donc il est à la fois la protection et le parcours de la mondialisation, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu depuis le début qui était là et qui demande quand même encore, qui pousse dans le paysage parisien pour que cela puisse advenir. Et pourtant, nous avions de grands bâtisseurs aussi qui auraient pu se lancer dans des aventures comme ça. Il y avait récemment une exposition Taillibert au-dessus, à la Cité de l'Architecture, où on voyait de très belles choses. Ce stade olympique de Montréal, 76, est l'ancêtre des stades dont j'ai parlé à propos du Qatar ou de ceux que nous avons vus en Chine, véritable îlot protecteur dans la mondialisation qu'impliquent les Jeux olympiques en tant que tels. Taillibert, je vous le rappelle, à Paris fait le Parc des Princes, qui se recourbe un peu et qui aujourd'hui accueille juste à côté de lui le stade Jean Bouin de Ricciotti. Donc une sorte de forme enveloppante qui acte
d'une évolution entre les deux périodes, hein, qui marque bien ce que l'on a pu voir au moment de la géographie du blob, c'est-à-dire d'abord l'industrie, hein, la masse, la force, et de l'autre côté, ce béton fibré qui est déjà un béton intelligent, qui chante déjà beaucoup plus l'inventivité, le brevet, que la force pure qui est là. Et une forme qui, dit Ricciotti, se féminise, passe en résille en quelque sorte, avec cette chose très maligne aussi, hein, c'est que le premier reste ouvert, quand on est dessous, on voit de l'ouverture, alors que le deuxième a une petite couverture qui passe comme ça, qui fait qu'on a toujours l'impression d'avoir un objet complètement fermé. Hein, c'est bien calculé parce que si vous le regardez par satellite, il est totalement ouvert, comme celui de gauche, mais en fait, ça a été calculé pour que de n'importe quel angle des rues adjacentes, vous ne voyez jamais qu'un objet fermé. La France, qui accueille régulièrement des manifestations internationales de sport, pouvait-elle rivaliser avec le Qatar ou autre au point de vue des stades? Eh bien, en fait, ça n'est pas tellement le cas. Alors évidemment, j'aime bien cette rencontre du Blob et de Le Corbusier que propose le stade Jean-Bouin. On a l'impression qu'il va aller dévorer le Corbusier qui est juste en face, hein, quand même. Mais du point de vue des stades, bon, c'est quand même pas si fameux que ça. On n'a pas fait de grands stades matriciels partout sur le territoire, c'est bien dommage. Il y a celui-ci qui, dans des vues comme celle-ci, s'arrondit, mais qui en fait est encore assez carré, hein, pour tout dire. C'est pas tout à fait ça. On pense au Zénith de Bernard Tchoumi qui s'arrondissent, là aussi, qui donnent des enveloppes protectrices, mais qui, bon, vu de haut, déjà se révèlent comme moins que des simili-blobs. Ça se ferme ni en haut, ni sur le côté. Et puis, si vous le remarquez, qui s'installe toujours, enfin, qu'on installe en limite de ville. Hein. Tchoumi était même assez étonné qu'on lui commande des bâtiments de cette envergure à côté des bois. Si vous pensez à la séance sur la géographie et à ce qui se passe au Japon avec ces stades qui sont en lisière de ville, on a là quelque chose qui malheureusement amenait cette architecture très protectrice à être entre la ville et le jardin, entre la ville et la nature, plus qu'à véritablement polariser la ville, hein, comme on l'a vu avec la séance chinoise. Quelque chose ne prend pas, et pourtant on avait là aussi un modèle de polarité urbaine. Les deux fois où j'ai commencé à présenter nos travaux en Chine avec Georges, les deux fois, j'ai eu la même question. Mais, et le CNIT? Est-ce que ce n'est pas le modèle de ce que vous décrivez de rencontre entre la rotondité et les tours derrière comme paysage nouveau? Et c'est vrai, le CNIT, à son époque, là aussi, de grand bâtisseur, c'est un renouveau de la coupole, du dôme, c'est-à-dire de la figure de communauté. C'est une prouesse technique. Et on va vendre dessous la technique française, et ça finit par culturaliser le paysage de Tours, par lui apporter quelque chose comme une véritable inventivité architecturale. Donc là, il y avait non seulement des formes arrondies, en attente de blob, disons, mais la possibilité d'un paysage urbain nouveau. Et comme j'ai toujours envie que ça advienne, en sortant de Nanterre, c'est-à-dire mon université, je me suis arrêté à la gare devant cette palissade dans laquelle, vous voyez, on voit Nanterre, une ville métropolitaine. Bon, il faut quand même aller à Nanterre, et on en doute un petit peu. Et ce qui fait la métropole, c'était ce bâtiment-là, hein, que j'ai retrouvé dans le métro. Et forcément, là, géométrie psychédélique comme ça, je me dis, c'est un bâtiment pour moi, il fait métropole, il a une géométrie complexe, c'est superbe. Je suis allé le chercher sur le web, donc sur le site de Christian Potzamparc, et là, je me dis, superbe, il rentre en contact avec l'Arche, avec la Défense. On a fait de l'autre côté de la Défense le nouveau CNIT. Bon, la réalité est un peu plus dure parce qu'il y a quand même un immeuble entre les deux, hein, qui ne semble pas avoir été prévu sur le rendu. Et donc, le contact n'est pas très fort. Et même de l'autre côté, hein, on peut le photographier comme ça, mais dès qu'on s'éloigne de 2 mètres, on s'aperçoit, un, qu'il n'y a pas d'espace, et deux, qu'il est en fait très carré. Hein, ce sont des écailles qui l'arrondissent, mais si j'ose dire, les écailles ne font pas le boisson. Encore moins la baleine dans l'océanisation du monde. Oui, c'est un proverbe qu'on oubliera. C'est le passage par la Chine qui lance les proverbes comme ça. Et quand on s'éloigne un peu, en fait, il rentre dans la ligne de la rue. Il ne fait pas du tout le travail du blob, hein. Ça ne marche pas. Et alors, quand on le voit depuis l'Arche, eh bien, on s'aperçoit que Christian Potzamparc, qui est un architecte honnête, hein, a même coupé
son bâtiment en deux pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un blob, quoi, pour qu'on voit bien que ça n'est pas un vrai. Donc il y avait un modèle, il y avait tout ce qu'il fallait, et ça ne prend pas. Bon, c'est un peu dramatique, et pourtant, à nouveau, une promesse, 89, et ça, c'est une vraie promesse. Bercy 2, de Renzo Piano, 1989, c'est un point de vue, parce que si on le regarde d'en haut, c'est plutôt un quart de blob, je ne vais pas dire un quart de brie pour cette fois-ci, mais enfin, quand on lit Technique et Architecture, la très belle revue de l'époque, elle explique que le bâtiment vaut par son usage de l'informatique, qui permet de réaliser la très belle courbe et qui permet de faire des plaques de plaques et de minimiser le nombre de pièces à produire. Et d'ailleurs, en ouverture de Technique et Architecture, vous avez une pub pour le CAO, pour la conception par ordinateur assisté. On sent qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir et que Paris est réellement aux avant-postes. Et là aussi, très belle figure de la mondialisation, parce que vous le voyez, il est au milieu des flux. Il est entre les rails, l'autoroute, l'échangeur, c'est du pur flux, et c'est la courbe du flux qui crée une enveloppe protectrice, qui crée le nid commercial. Ça n'est pas pour rien qu'à ce moment-là, dans l'agence de Renzo Piano, on le surnomme la petite baleine, dans l'océan des flux de la mondialisation. Et naturellement, c'est pire encore, parce que si vous regardez les œuvres complètes de Renzo Piano en anglais, on parle, d'un vaisseau spatial et d'un blob. On est en 89. De blob par Future Systems, que j'ai montré, c'est 85. Est-ce qu'on y pense? Alors en français, ça devient bulle, ce qui ne nous permet pas de comprendre ce qu'on voulait dire en anglais, mais ce qui dit aussi une certaine résistance au mot blob qui peine à rentrer dans la langue, comme la chose peine à rentrer dans nos villes. Est-ce le premier blob? En tout cas, vous voyez, ça aurait dû rentrer dans Paris, ces choses-là, comme ça rentre dans Cologne pour ce très beau grand magasin en cœur de ville. Or, il va rester en périphérie. Et là, 89, voilà ce que nous aurions dû avoir, voilà ce que pour ma part je regretterais à jamais pour Paris, projet de bibliothèque nationale par Future Systems, ceux qui ont présenté The Blob en 85 et qui veulent le faire arriver. Regardez ce magnifique paysage parisien, c'est quand même bien mieux que ce que nous avons à l'heure actuelle. En plus, c'est un jaune qui serait bien allé avec la canopée. Imaginez que nous le fassions. 89, Birmingham commence à 99, on avait 10 ans d'avance sur Birmingham. On était à la pointe de l'architecture nouvelle. Mais me direz-vous, pourquoi aurions-nous à rivaliser avec ces ploucs de Birmingham? Nous sommes Paris. Paris est Paris. Nous devons protéger le bon goût, la grandeur. Et c'est ce bon goût parisien qui bloque tout et qui fait que Paris rate l'émergence, ne se met pas en position de regarder l'avenir, mais préserve perpétuellement sans voir que ça bouge autour d'elle. Et d'ailleurs, si je vous demande le projet que vous regrettez, vous, si je fais un petit sondage, ça ne sera pas Future Systems, vous allez regretter ça. Le Colas, dont Arts et Techniques dit qu'à l'intérieur, il y a une atmosphère placentaire, où c'est magnifique, il y a des bulles, il y a des choses accrochées à l'intérieur, dans un beau cube bien rationnel, bien parisien. C'est-à-dire que c'est le club du techie passé à la grande échelle. C'est normal, c'est Colas, que ça continue. On continue d'enfermer les blobs dans des cages. Et on n'a même pas eu ça, on a eu ça. C'est terrible. Il faut lire le texte d'Anthony Widler, du grand critique Anthony Widler, sur la Bibliothèque nationale, où il explique que c'est le choix, bien sûr c'est le choix français contre étranger, mais c'est surtout le choix rationalité contre le baroque informatique qui commence à survenir. Et Widler explique bien que cette rationalité est une valeur française.
que c'est la manière dont la France va s'affirmer, non pas comme localisme, mais comme valeur universelle de pensée et d'architecture. Nous sommes en 1989. C'est Perrault qui gagne contre Future Systems, c'est Perrault qui regagne contre le Bernin, ce drame qu'a connu Paris et qui continue de nous porter malheur. Et puis, 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution. C'est le moment où jaillit cette grande géométrie simpliste dans notre ville qui vient dire l'universel conquérant des Lumières. Le coup génial, c'est qu'on commande à des étrangers pour faire du coup français. C'est là on inverse l'universalisme. On l'avait répandu par colonialisme, c'était quand même plus pratique, mais là, à cette époque-là, c'est difficile à faire, donc on fait venir les architectes qui nous conviennent. Et là, il faut voir les pages émues aux larmes d'Arts et Techniques pour dire combien ils sont enchantés de ce retour du sublime à la Boulay dans Paris, qui va isoler Paris du reste du monde. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est un modèle universel. C'est notre mondialisation contre la leur. Évidemment, le blob est mal parti. Et quand Future Systems propose ça en 2002, c'est assez marrant, un petit œuf jaune, là aussi ça allait bien avec la canopée, c'est pour le Cremaster de Matthew Barney, c'est temporaire, on n'en veut pas. Personne ne veut de ça. On en voudra bien, mais en cage. 10 ans plus tard, le Léviathan dans le Grand Palais. S'il vous plaît, n'abîmez pas nos paysages. Le Téqui commence à devenir un modèle interprétatif, pas seulement une petite aventure dans Paris. Et regardez, évidemment, nos blobs. Ce que Joseph Rosa, en 2001, c'est la première exposition sur l'architecture numérique qui rentre blobs dans son titre aux États-Unis, ce qu'il retient comme véritable prouesse française, c'est Jacob et McFarlane. Et ils sont où, les Jacob et McFarlane? Ils sont emprisonnés. C'est la seule solution. À Paris, on ne fait pas autrement. On est en 2000. Regardez, il faut des dessins magnifiques. Et s'ils avaient pu construire ça, ce serait quand même splendide. Mais en fait, en 2011, ils en sont toujours là. Tellement on ne veut pas d'eux. C'est affolant. Alors, évidemment, j'exagère parce qu'il y a eu ça quand même. 2010, 2014 à Lyon. Mais regardez un peu ce que c'est. C'est pas du blob. C'est de l'empreinte de blob. C'est comme le Colas en moins grand. Je garde la rationalité et dedans, j'ai des empreintes de ce qu'on pourrait faire si on était californien ou autre, c'est-à-dire des ploucs. Pour Taïwan, ils proposent ça, c'est quand même un peu plus ambitieux. On a de la diversité en bas, ou du pixel, comme on voudra, et en haut, la toile qui permet de redonner un peu d'unité. Et vous allez me dire, oui, ça, ils l'ont fait à Paris quand même. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on leur a donné? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on leur a imposé? C'est pas de la diversité. C'est cet horrible entrepôt qu'il fallait à tout prix garder et sur lequel ils ont dû se coller. C'est-à-dire que le blob est devenu une pure peau. Ça tombe bien, c'est la cité de la mode, ça fait du vêtement. Mais enfin, à le décoller comme ça, il apparaît comme un pur décorum, comme quelque chose qui est à peine de l'architecture. Une promesse de gâcher. C'est pas pour rien que ça ressemble à un masque. C'est que ça vient masquer le bâtiment qui est dessous. Et si on regarde à l'échelle du quartier, c'est pire encore. Parce que derrière, vous avez ce triangle-là, puis les rails. Et ce triangle-là, c'est que des banques. Caisse des dépôts, Natixis, caisse d'épargne, caisse des dépôts, Natixis, caisse d'épargne. C'est pas moi qui me répète, c'est les affiches dans la rue. C'est terrible, personne ne peut marcher là. Et donc on a mis un petit masque pour que ce soit joli. Et on a tué le blob à Paris pour très longtemps. Et voilà, quand je parle de blob à Paris, on me parle de ça. Quelle déception, malgré tout. C'est joli, moi je l'emprunte souvent, j'aime bien. Et puis 2003, il était temps. Parce que quand même, Bilbao a ses Fosteritas dès 1995. Et Canary Wharf à Londres, c'est 99. Et puis, pardon, mais quand vous rentrez dans Canary Wharf, vous avez une structure magnifique qui bouge au fur et à mesure que vous descendez ou que vous remontez l'escalator. Alors que quand vous descendez dans le blob de Saint-Lazare, c'est assez terrible. Vous avez cette chenille métallique avec, on le voit mal là, un grillage qui retient toutes les ordures qui passent entre les marches.
Hein? Et alors on a quand même un bel espace rond en bas, et on a mis une montre, enfin une horloge, c'est assez bien. Hein? Pour les gens qui courent pour leur métro, mettre une horloge, moi je trouve ça assez sympathique. Et la ville de Paris a fait pire, puisqu'ils ont réussi à installer une piste d'athlétisme. Vous voyez un petit peu quand même le cynisme dans l'occupation des lieux pour défendre les JO, avec les gens qui courent pour aller à leur travail. À Strasbourg, ça a quand même un peu plus de gueule. Ce n'est pas la petite entrée de Saint-Lazare. On a carrément fait une bulle autour de la gare. Alors vous le voyez en bas, c'est une demi-bulle. On ne va pas aller couper les rails, hein, ce serait complètement absurde. Mais ça fonctionne comme bulle. Et comme à Saint-Lazare, c'est la bulle comme entrée dans le monde des transports, comme entrée dans un monde magique qui va vous projeter ailleurs sur le territoire, dans une autre bulle. Mais ce qui est superbe à Strasbourg, c'est que ça sert de gigantesques bulles de Noël. Vous savez, les choses qu'on retourne et qui sont pleines de neige, et avec à l'intérieur la gare de Strasbourg comme monument, parce qu'elle est très belle, la première gare de Strasbourg. C'est-à-dire que Strasbourg se veut métropole et joue sur deux choses en même temps. L'avenir et son passé et son patrimoine. Et elle arrive à vendre les deux en même temps dans une architecture. Ce qui me fait dire que je ne suis peut-être si critique que parce que je suis resté sur Paris, en fait la ville que je connais le mieux, et que la province a peut-être plus à gagner du blob que Paris. Regardez, le mobil-home de Zaha Hadid, qui est conçu pour Chanel, qui voyage dans le monde entier. Là, on le voit à Hong Kong, mais il est allé à New York, à Tokyo. Enfin, on le récupère à Paris. C'est l'œuf, hein, c'est l'œuf de Bruyère, sauf que là où il faisait des photomontages, là, on le démonte et on le remonte sur place. Et enfin, il atterrit. Et que dit la critique architecturale française? Qu'il abîme la cour du musée du monde arabe. Alors moi, j'adore le musée du monde arabe, mais pour abîmer la cour du musée du monde arabe, il faut quand même beaucoup plus que ça. Et la chose disparaît sans un mot. Vous ne pouvez plus le voir si vous l'avez raté dans les quelques mois où il est resté, alors qu'il était censé être définitif quand il se pose. Il y a un processus d'élimination des blobs qui est très violent et qui parfois touche même la province. Hein, regardez le concours pour le Louvre-Lens 2005. Ricciotti propose ça. Bon, est-ce que c'est un blob? Je ne me prononce vraiment pas, mais en tout cas, c'est le monstre du Loch Ness qui revient hanter ces parages de mines. Hein, et vous descendiez par là vers un musée souterrain. Alors le maire de Lens a trouvé ça insultant pour les mineurs, comme si ce qui était insultant, ça n'était pas ce qu'on avait fait faire aux mineurs pendant des décennies et des siècles. Il y a une grande conscience de Ricciotti de faire un lieu inquiétant. Ce n'est pas pour rien que c'est un grand auteur de mémorial. Et en même temps, Lacaton est vassal. Lacaton est vassal. Oh zut, propose ça. C'est marrant, non? Eux, ils sentent aussi qu'en 2005, ah oui, je vois des regards stupéfaits. Hein, en 2005, ils sentent qu'il faut quand même des formes. Alors vous voyez, c'est la bibliothèque de Colas qui a perdu le haut, quoi, en gros. Il reste quand même la base bien rationnelle pour contenir le tout, hein, parce que toutes ces petites formes, ça fait un peu peur. Mais même eux sentent qu'il faut. Mais à Lens, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on veut ça. On veut des Japonais qui font du rationnel. Hein. Et quel est l'argument qu'on lit dans la presse à ce moment-là? Que le Louvre-Lens étant apparié au Louvre-Paris, il faut respecter la grande discipline classique du Louvre. Perrault contre le Bernin rejaillit à Lens et interdit le blob. Alors à Calais, ça bouge un peu. Un petit peu, hein, ça commence à se distendre. C'est normal, c'est une cité de la mode, c'est du vêtement, il faut que ça bouge un petit peu. Et puis à Calais, on peut difficilement nier la mondialisation. Vous voyez, elle pousse, elle casse la rationalité. Hein. Ça me rappelle, moi, le réacteur thermonucléaire de Ricciotti aussi. Hein. Il y a une puissance qui pousse les murs, là, qui dit votre rationalité ne marche plus, vous devriez quand même vous en apercevoir à un moment ou à un autre. On est sorti du monde colonial de papa. Hein. Et ça explose à la fin. Ça explose à Orléans. C'est quand même marrant que le bâtiment que moi je préfère de Jacob et Macfarlane, ce soit un volcan, ce soit une explosion dans la ville classique d'Orléans plutôt qu'une figure protectrice. Alors, malheureusement, celui-ci pour Pau a été accepté par la ville de Pau, puis apparemment il n'y a pas eu le financement nécessaire. On a déjà parlé de Perpignan, du Grenat, de Nouvelles, donc je n'y reviens pas, mais on commence à voir que la province joue ses cartes.
évidemment, ça aurait été encore mieux à Reykjavik avec cette lave qui couvrait le théâtre et qui mimait une sorte de catastrophe. On en a parlé dans la séance avec Sam sur Abyss, donc non, sur Ghostbusters, pardon, je n'y reviens pas. Et puis je reviens à Lyon, parce que les empreintes de Blob, malgré tout, vous le savez aussi bien que moi, elles sont dans un plan qui exhibe le travail informatique de l'architecture dans le nouveau quartier Confluence. Donc c'est assez amusant parce que Lyon veut devenir une métropole, donc elle joue la carte émergente. Pour ça, elle fait un quartier nouveau qui est un quartier émergent qui, pour dire qu'il est émergent, joue sur les figures qu'on a vues toute l'année. Et évidemment, en bas, vous avez le musée des Confluences, c'est-à-dire ça. Alors, Là, est-ce que c'est un blob? Même moi, j'ai du mal à le dire quand même, ça ne paraît pas trop blob. Un vaisseau spatial, assurément. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il joue avec les flux. Vous vous souvenez, Lorenzo Piano, le Bercy 2, jouait avec les flux routiers et ferroviaires. Et bien là, il se modèle sur les flux du fleuve qui crée cette espèce de tourbillon au milieu, c'est-à-dire qu'il est le produit des flux et des fleuves et de la mondialisation qui crée les métropoles. Et puis, si on regarde les dessins de Prix, ils sont très intéressants parce qu'il dit qu'il y a deux parties. Le cristal d'un côté et le nuage. Le nuage, on l'a déjà rencontré comme figure de déterritorialisation avec Fuxas à Rome, notamment. Et que le bâtiment hésite entre cristal et nuage, c'est-à-dire entre une forme qui se fige et au contraire, sa dissolution, sa dissipation dans les airs. C'est-à-dire que le bâtiment interroge la forme elle-même. Moi, je le rapprocherais volontiers de la beauté explosante fixe d'André Breton, entre la cristallisation comme forme immédiate, parfaite, et au contraire, le mouvement perpétuel. Il y a là quelque chose, à mon avis, d'un dépassement possible de l'esthétique blob dans la mise en scène de la forme qui advient. D'un logiciel qui permet toutes les formes très facilement et qui donc interroge la cristallisation dans une forme et d'une situation, c'est-à-dire ce qu'on demande à ce logiciel, de créer un lieu à partir de flux, c'est-à-dire de lieu à partir de ce qui n'en est pas. Et là, on a la mise en scène de cette tension entre dissipation, forme, flux, accueil. Et c'est comme ça également qu'on pourrait lire ce bâtiment assez mal aimé finalement de la critique architecturale, la Fondation Vuitton, qui joue sur les mêmes figures de déterritorialisation. Le nuage, ça a été vendu comme un nuage, je ne dis pas que ça y ressemble, mais je ne dis pas que le Copy-Melbow ressemble énormément à un nuage non plus. Mais enfin, la difficulté à saisir de la forme, je crois que c'est ça qu'on peut voir dans le nuage, la difficulté de la forme à se composer, on en avait parlé à Shenzhen aussi. Évidemment, le sempiternel bateau. Et là, qu'a dit la critique? Elle a répété ce qu'avait dit Hal Foster dès 97, je crois. Oh, Guéry, il fait des bâtiments normaux, et puis il fixe dessus des voiles, c'est complètement débile, c'est complètement dualiste, sauf que cette fois-ci, Guéry avait donné une image, non seulement pour ses voiles, mais pour le bâtiment normal, puisqu'il l'appelle l'iceberg. Et qu'à ce moment-là, si vous y pensez bien, le bâtiment est la rencontre entre l'iceberg et le nuage. On avait le cristal et le nuage, l'iceberg et le nuage. On a une esthétique partagée par un certain nombre d'architectes à cette époque-là qui interrogent la cristallisation de la forme et au contraire sa dissipation. Pensez qui plus est, je ne m'y arrête pas, parce que c'est un blob éclaté, justement, c'est un blob nuage qui interroge le fait même de pouvoir exister. Mais pensez que si le bâtiment central est l'iceberg, ce que vous voyez là est bien plus proche du Titanic que du paquebot France. C'est quand même une drôle de rencontre qui se joue là, dans l'architecture. Alors, enfin, dans les magazines, c'est mon libraire qui me l'a montré le premier. Il m'a dit, regarde, un vrai blob à Paris, tu te rends compte, est-ce que c'est ça un blob? Alors je lui ai dit, oui, là, vraiment, pas de problème, tu as trouvé, c'est très beau à l'extérieur, c'est très beau à l'intérieur, sauf que, cette vue-là, personne ne la voit. Il y a 5 personnes qui peuvent jouir de cette vue-là, parce que nous, alors c'était la revanche de Future Systems, qui est enfin allé envahir Paris. Mais sauf que nous, ce qu'on voit, c'est ça.
C'est un blob caché derrière une façade parisienne. Fallait le faire quand même. Une si belle structure que personne ne voit. Et regardez, d'ici, c'est même pas un blob, c'est symétrique. C'est une coupole, c'est pas un blob. Il faut passer derrière pour voir la symétrie et la queue de l'animal qui rentre dans le bâtiment d'à côté. Le blob de Renzo Piano, c'est un petit animal qui fait comme ça. Vous savez, les animaux qui tombent ou les insectes se rigidifient pour ne pas être repérés. C'est un blob qui fait le mort. À Paris, le blob, il n'a pas le choix. Soit il fait le mort, soit on l'élimine comme le mobil-home. Et regardez, il est totalement lui aussi encastré, prisonnier. Au mieux, on y verrait une larve destinée à conquérir Paris, mais au pire, on retrouve les petits animaux encagés qu'on a vus depuis le début. Alors, le plus encagé de tous, c'est quand même celui qui a produit Odile Deck. Là, je le montre parce qu'on le voit très peu, une sorte de blob rouge derrière un grillage au premier étage, boulevard McDonald. On peut passer 1000 fois boulevard McDonald sans le voir, tellement il est emprisonné. Et puis, le destin malheureux du blob, c'est celui-ci. Regardez ce qu'on lui fait. On l'écrabouille, littéralement, sous des masses de métal, une sorte de casse-noix, comme si le périphérique devenait un casse-noix et paf, écrasait le blob. Vous savez, les adolescents américains disent « Sometimes I feel like a blob ». Et celui-ci, on sent qu'il se sent super mal. Alors les amis m'ont dit, non mais tu exagères quand même, on voit bien que c'est un panier. C'est tressé comme un panier, bon. Et puis d'autres amis, peut-être un peu plus malins, m'ont dit, c'est un nid. Tu vois bien que c'est un nid. Je leur ai dit, moi je ne vois pas de nid du tout, mais enfin si tu y tiens. Et puis quand même en réfléchissant, j'ai bien été obligé de remarquer qu'il y avait des oiseaux partout et qu'effectivement, il y avait un rapport du nid à l'oiseau à la Philharmonie. On est tellement pris par l'accident de périphérique qu'on ne le voit pas tout de suite. Et que ce rapport à l'oiseau, il est intéressant parce que dans la tradition blob, on a beaucoup médité sur les nuées d'oiseaux comme forme fluide et comme société fluide qui serait possiblement à parier. Et en fait, c'est ça qu'on a sur la Philharmonie. C'est cette réflexion sur la nuée, sur la forme qui se fait et qui se défait. Alors vous allez me dire, représenter une forme qui se fait et se défait, ce n'est pas la même chose que l'inclure dans la structure, comme on a pu le voir. Oui, mais c'est déjà ça. Il y a déjà une réflexion entre l'éparpillement et le nid, mais qui se traduit sous le style de Nouvel, qui est quand même un architecte tragique, s'il en est, par l'accident. Peu de réconfort ici, le nid est écrasé et le réconfort, vous l'aurez en fait à l'intérieur. C'est une architecture cathartique qui vous fait passer par l'accident de ce qu'a fait le périphérique à ce quartier, c'est-à-dire de la brisure qu'il n'arrive pas à suturer. Mais à l'intérieur, vous avez le nid, cette salle ronde qui joue sur la légèreté, sur la lévitation des balcons. Il faut y entrer, c'est quand même un sentiment de réconfort très fort, notamment après les terribles couloirs qui y mènent. Dernier exemple, peut-être, celui-ci, vous ne pouvez pas l'avoir manqué, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, scène musicale, qui répond en gros au sud-ouest à ce qu'est la Philharmonie au nord-est. Alors vous le voyez, là c'est une situation à la chinoise, si j'ose dire. On est vraiment une pointe d'île, on a l'eau, on a une visibilité magnifique, il peut faire paysage, on a en face un nouveau quartier qui se crée comme c'était le cas à Lyon, c'est le strict équivalent du musée des Confluences. Et évidemment, on a fait un bateau, je veux dire, c'est la belle figure de la déterritorialisation, on a fait un bateau, il y a même une voile, on la voit assez mal là, une voile de capteur solaire, qui permet à la voile de tourner, c'est très utile. Et donc, il y a l'image du bateau, et il y a ce truc dessus que Shigeru Ban et Jean de Gastine appellent le nid. Eux l'appellent systématiquement le nid. Ouais, je vois votre air dubitatif, mais moi, j'y peux rien. Moi non plus, je ne vois pas un nid là-dedans. Mais c'est assez amusant qu'ils mettent ensemble la figure donc, de la déterritorialisation, le bateau sur l'océanisation du monde, et le nid comme figure protectrice, enveloppante, etc. Alors en fait, si vous regardez, il y a beaucoup de murs aveugles là-dessus. Et derrière, vous avez un grand mur. Heureusement, ils ont mis un écran numérique et ils montrent
Là, il montre le bâtiment. Donc vous avez un bâtiment qui s'exhibe lui-même, qui rentre dans les réseaux. Hein, il est à la fois présent, un peu massif, et il rentre dans les réseaux. Alors vous le parcourez, vous avez ces longs travelling. Vous vous souvenez du film de Zaha Hadid, hein, que j'ai montré, cette légèreté de la caméra qui vous dit que vous êtes dans le flux de la mondialisation, que vous y êtes heureux, que vous y êtes bien. Et regardez ce qui se passe. La vie sans musique est un désert. L'océan est un désert et le bâtiment, regardez, émerge de l'océan, de l'océanisation du monde. C'est exactement l'image que j'ai montrée pour Zaha Hadid à Chengdu. Le monde est un vaste océan dans lequel émergent ces îlots de protection qui n'ont plus rien à voir avec la géographie locale. Mais quand même, il y a un problème métaphorique. Moi, je suis littéraire, en fin de compte, et je me dis, un bateau qui émerge, c'est quand même bizarre, quoi. C'est pas un sous-marin. Et là, je me suis dit que j'avais déjà vu cet objet, qu'il faisait émerger le bâtiment hors de l'eau parce que c'est un flotteur. Ça, ce sont des flotteurs français, ça, c'est un flotteur japonais. Ils se ressemblent quand même. Et une fois qu'on a vu le flotteur, je dois dire que c'est redoutable. Vous me croirez ou non, mais en tout cas, vous aurez du mal à évacuer le caractère un peu archaïque, passéiste de ce verre de couleur verte, hein, qui fait tellement années 70, qui nous projette tellement pas dans l'avenir. C'est malheureux, hein, c'est malheureux malgré tout. La colline derrière est très belle, parce que vous avez quand même une colline sur un bâtiment. Je m'y arrête, hein, parce que je trouve ça assez splendide. Quand vous montez sur la colline, vous voyez le blob. Hein, enfin, le blob, le flotteur, quoi, qui s'est substitué au blob. Et c'est important parce que dans l'exposé sur la Chine, on l'a vu, le blob doit renvoyer une vue de la ville qui la magnifie. Hein. Nouvelle à sa terrasse, la Fondation Vuitton à ses terrasses qui cadrent la défense. Et ici, regardez, en plus, vous pouvez voir le bâtiment lui-même, mais il y a une chose stupéfiante, c'est qu'il y a quelque chose qui a disparu. La Seine. Quand vous êtes autour de la colline, vous voyez la Seine, mais quand vous êtes dessus, regardez, ça recompose un paysage imaginaire où il n'y a pas la Seine, de pure verdure, une plaine là où il y avait la Seine. Ça c'est magique, hein. C'est prodigieux, bien au-delà du flotteur, d'avoir recomposé tout un paysage à partir d'un bâtiment. Bon, ça n'en fait pas un blob. Regardez tout ce qu'on vient d'aborder. Vous avez les lunettes, le blob mort, enfin qui fait le mort, et regardez les autres, juste sur le périph' ou autour. C'est la zone d'émergence parisienne. Le blob, c'est bien l'émergence. Qu'il soit réussi ou raté, c'est là qu'il a poussé. Là où on a quelque chose à gagner, et on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers. Alors, on va un peu plus loin, on a la cathédrale de Créteil d'Architecture Studio, et on peut prévoir. Hein, moi, je pense par exemple qu'à Ivry-sur-Seine, là, il y a un point à blob absolument remarquable, juste en face de Chinagora, avec vue sur Bercy 2 à 50 mètres. Il y a quelque chose à jouer, là. Hein. Je le dis au XTU parce qu'ils n'en auront pas 50 des sites comme ça en région parisienne. Hein. Mais si on revient à cette carte, on s'aperçoit qu'elle définit un point clé. C'est une carte équation qui a une solution. Et la solution, c'est celle-ci. Le point central. Et le point central, c'est quoi? Ben, c'est ça. Enfin, Future Systems a attaqué Paris. Ça, c'est sur les palissades. Hein. Il ne faut pas regarder le monument, il faut regarder ce qu'on nous a vendu. C'est quand même Future Systems qui, enfin, est arrivé là. Ou alors, c'est Calatrava. C'est-à-dire, vous vous souvenez, Calatrava, on en a parlé. La gare, qui est une mante, hein, et qui dit l'océanisation du monde, où vous allez d'un point à un autre. Et là, Berger et Anziuti se sont réclamés de forme organique, de forme animale. Ils l'ont dit nettement. Et si ça marche tellement bien avec Calatrava, hein, c'est que, eh bien, on est dans la même situation. C'est un point nodal. En dessous, il y a tous les croisements de Paris, tous les flux de Paris. C'est exactement Pomme-Bercy 2, sauf que c'est en sous-sol. Et tous les points qu'on a vus, ils communiquent tous par les halles. C'est le point de déterritorialisation ultime à Paris. C'est le véritable cœur de Paris. Et c'est bien qu'on y ait fait un poisson, une mante géante qui dit ça. Ou même, regardez, une sorte de base extraterrestre.
Il est bien de loin, hein, parce que tous les critiques l'ont commenté avant même que les palissades soient retirées. La critique est quand même pressée, hein, on les pousse. Et donc, ils ne peuvent pas avoir ça. Hein. Ou alors là, ça fait encore plus peur. On se demande si on va y aller véritablement. Donc, c'est une raie manta, c'est une base extraterrestre. Mais par contre, ça fait bien le lien avec ce qu'il y a autour. Hein, parce que c'est quand même une belle perspective vers la bourse du commerce. On ne la voyait pas, on la verra beaucoup mieux. Et puis, il y a un drôle de jeu avec Beaubourg. Vous avez vu, il ressort en haut. C'est assez amusant. Hein. C'est d'autant plus amusant, ouais, ça fait ça quand on est là. Personne ne l'a remarqué parce qu'on ne le visitait pas il y a quelques semaines encore. Mais c'est amusant parce que sur toutes les affiches, ils ont rendu plus pâles les couleurs de Beaubourg. Parce que sinon, le jaune, vraiment, aurait été insupportable. Donc, ils ont dû truquer les couleurs de Beaubourg pour vendre leur jaune. C'est amusant. Bon, la comparaison avec Calatrava est cruelle. Est cruelle. Je veux dire, je sais bien que les poutres là ne se croisent pas, mais visuellement, ça se croise, c'est horrible, c'est lourd, il y a quelque chose qui n'a pas pris là-dedans. Et c'est dommage, c'était le cœur de Paris, c'était enfin le blob qui avait toute sa place. Hein. Et puis c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, on nous montre le haut de l'image, mais l'image, elle doit être regardée dans sa totalité. Hein. En dessous, c'est ça. C'est l'orthogonalité la plus violente, la plus crue, la plus pauvre. C'est-à-dire que le blob a été posé dessus comme les lunettes de Jacob et McFarlane sur l'entrepôt. C'est un échec total, ça ne fait pas un espace cohérent, ça ne fait pas un espace de protection. Paris n'y arrive pas. Bordeaux alors, enfin. Bordeaux avait commandé ça quand même à Rogers en 98 avec, vous êtes jugé dans des petits glands, c'est quand même assez magnifique, c'est pas Saint-Louis sous un chêne, mais c'est vraiment très beau. Hein. Et puis ils sont très ouverts vers la mondialisation, alors ils ont commandé ça à Big. Hein, Big et Fricks. Alors Fricks, vous les connaissez parce que vous êtes assis dessus. C'est des Français en fait qui ont construit les escaliers sur lesquels vous êtes dessus. Et alors vous allez me dire, bon mais quand même sur le blob, pourquoi vous nous montrez un truc aussi droit? Ouais, et quand sur le chantier, c'est vraiment très très droit. Hein. Mais si on regarde le modèle, hein, c'est-à-dire les deux salles réunies par un auvent, c'était moins droit le modèle. Celui qu'on a vu à Taïwan avec Georges, hein, c'est marrant parce que c'est strictement le même bâtiment mais un peu plus arrondi. Alors ils ont copié, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas, parce que de toute façon Arte Charpentier avait un peu copié sur Zaha Hadid. Donc c'est pas grave, c'est la mondialisation, les formes passent, se renvoient les unes aux autres, c'est pas gênant. Et le Hadid, regardez de haut, c'était un blob. Les étrangers travaillent pour les étrangers. Les Français travaillent pour les étrangers, ils arrondissent un petit peu quand même. Et les étrangers travaillent pour les Français, tac, tac, ils leur cadrent ça. C'est réglé, quoi, ils vont aimer. Hein. Et heureusement, il y a eu ça. Heureusement, il y a eu ça. Vous voyez qu'à la fin de l'histoire, enfin, on les attend. Enfin, quelqu'un ose faire quelque chose de complet, un espace complet. Hein, qui réalise une sorte d'association parfaite, parce qu'on voit bien le lien de la couleur avec la rivière. On voit bien comment ça poursuit la fluidité de la rivière, comment ça associe l'ultra-technologie du numérique à l'immémoriel du paysage, c'est-à-dire comment ça construit une sorte d'utopie. Et puis, ça sert de fanal pour le quartier qui est derrière, qui est en cours de construction, comme à Lyon. Enfin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les XTU? À Paris, qu'est-ce qu'on leur a donné? Un club du Téqui, hein, comme toujours. On leur a donné l'intérieur du Forum des images. J'aime bien parce que Sam, qui y travaille souvent, dit que c'est l'intérieur du blob. Hein. Et après, pour faire leur première forme, vraiment, ben c'est en Corée. Il a fallu qu'ils passent par l'étranger pour faire ça. Ils reviennent, commande française, et regardez, c'est l'empreinte de blob de Jacob et McFarlane. C'est-à-dire qu'ils ont fait un très joli film hein, où on voit le sol s'élever et devenir territoire. Et ça creuse évidemment les formes qui sont dedans. Donc c'est un bâtiment territoire. Je vous conseille d'aller voir le petit film, hein, il est très joli. Mais sur le territoire, il y a encore l'universalité française, la rationalité française, le territoire comme il se voit, comme il se veut. Et vous ne pouvez rien y faire, vous êtes dans une exposition internationale. Et enfin, ils arrivent là. Magnifique. Vraiment superbe. Hein. Et la tension entre l'absence de forme et la forme, elle est là. Hein. Parce que c'est une sorte de... évidemment, certains ont dit, oui, c'est une carafe. Bon, je ne sais pas, je ne bois pas de vin, donc je ne vois pas tellement de carafes. Mais pourquoi pas? Mais c'est le flux du fleuve qui se poursuit. Hein. Regardez comment on le présente dans la gare. Ça, c'est la gare de Bordeaux. Il se poursuit, il se continue en flux.
Ça fait pas, d'ailleurs, ça fait pas pub pour le vin, ça fait plutôt pub pour le café. C'est étonnant, hein, mais ça marche vachement bien. C'est-à-dire qu'il est entre, justement, la dissipation de la forme, la fluidité et la cristallisation de la forme. Il n'est pas un certain nombre de blobs baleines qu'on a vus. Ça, c'était la pub en 2004 pour les Pinots de Charente. Alors, vous voyez, ils avaient mis un verre devant une tour, hein, et puis ils se sont améliorés. En 2010, ils se sont dit que si on mettait le verre à côté, ça ferait une 3e tour à La Rochelle. On est à La Rochelle, là. Hein. Et puis, une agence a refait la pub en ayant vu les XTU. Je suis sûr qu'ils ont vu les XTU. Et ils ont fait ça. La Rochelle comme grande métropole, bon, on y croit moyennement, hein, quand même. Hein. Mais vous avez vu, il n'y a plus le verre, c'est plus une forme, c'est un fluide. Vous devinez qu'il y aura un verre, vous devinez que ça se poursuit en verre, mais c'est une forme, un fluide. Et c'est ça réellement qu'on vit à Bordeaux. Et c'est pour ça que j'ai tant voulu qu'il finalement close le séminaire, hein, avec cette réussite française, et que je les invite maintenant chaleureusement à prendre la parole et à nous présenter leur récit de cette histoire. Bon, ben, merci de nous avoir invités, on est très impressionnés. Donc, en fait, c'est une présentation en 2 temps. D'abord, on va parler du blob vu de dehors, hein, comment c'est arrivé chez XTU et comment ça s'est transformé. Et après, on va voir le blob vu de l'intérieur, parce que c'est à la fois un extérieur et un intérieur, et c'est pas quelque chose de plaqué comme ça. Et donc, on va parler successivement. Parce que bah aussi dans l'agence XTU, c'est aussi quelque chose qui est fait à 4 mains, on va dire. Donc, vous vous demandez tous pourquoi on s'est mis à faire des blobs tout d'un coup, alors qu'avant, pendant 20 ans, on n'avait fait que des bâtiments très rectangulaires, très brutalistes, des universités très sérieuses, etc. Et alors vous vous dites que peut-être, à force de fréquenter les microalgues et les bactéries, ben, on a été contaminé et que ben, peut-être ça a joué. Peut-être ça a joué, en effet. On va voir après. Mais peut-être aussi c'est arrivé au cours d'un voyage. En fait, c'est arrivé assez brutalement. On est arrivé un jour dans un pays lointain, ça s'appelle l'Islande. Et dans les brumes de l'Islande, on a découvert un monde inhabité, inhabitable, un monde nu qui était comme le début du monde. C'était presque une planète inhabitable. On parle souvent de blob en parlant d'architecture futuriste, futur système, etc. Mais en fait, quand on est arrivé en Islande, on a découvert ce monde et on n'en est jamais totalement revenu. Alors que par ailleurs, auparavant, on avait toujours travaillé à partir d'une visite qu'on avait fait 20 ans avant au Japon et dont on n'était jamais revenu. Et ben, à partir de là, on voit les choses autrement. Et alors, ce monde, il est façonné par les flux, façonné par les éléments. Il est façonné par l'eau, le vent, la glace. On s'aperçoit que c'est un monde liquide. Qui est fait par les volcans. Donc, il porte la trace de ces éléments, de ces liquides qui ont coulé et qui ont fait les formes. Et il est fait avec des montagnes de cendres, des montagnes de mousse. Et finalement, de la cendre à la mousse, ben, progressivement, ça change de forme. Et le ravinement va transformer ces paysages. Et finalement, ça va générer une esthétique particulière. En fait, c'est un monde nu, c'est comme le début du monde, en fait. Parce qu'en fait, en Islande, ils ont complètement déforesté. Et il n'y a pas un arbre. Enfin, maintenant, ils commencent à en remettre. Donc, ça apparaît vraiment comme le début du monde et comme voilà, un monde brut, entièrement façonné par les flux. Et ça nous a beaucoup impressionnés de voir ça, cette forme fluide. Vous voyez, par exemple, ici, on a un glacier. Le glacier, en fait, c'est un paysage liquide. C'est un paysage liquide à l'échelle de millions d'années, parce qu'il bouge. Il descend et il descend en ondulant comme une rivière, mais beaucoup plus lentement qu'une rivière. Et finalement, ça nous a interpellés, parce que peu de temps avant, on avait visité
une exposition qui s'appelait Vortex à la cité de la Villette, qui expliquait que la totalité du monde, des systèmes planétaires et des systèmes cosmiques jusqu'à l'intérieur de notre corps et jusqu'au vaisseau à l'intérieur de notre corps, était entièrement façonné par les flux et que tout tournait. En fait, le système des flux, il est toujours tournant. Ou alors, il fait des sinusoïdes suivant la vitesse et suivant la pente. Et donc, jamais ça va droit. Et finalement, quand on est arrivé dans ce paysage, on a vu l'expression de ça. L'expression brute de ça, et qui saturait le paysage. Et sur tout ce territoire, ce territoire qu'on a traversé, ces déserts, eh ben, on voyait ça d'un bout à l'autre. Ici, c'est un champ de lave recouvert de mousse. Et finalement, quand on est revenu à l'agence 2 mois après, quand on a eu à faire le projet en Corée, donc c'était un concours ouvert, dans un paysage qui était au bord d'un méandre, et donc il y avait 2 collines au bord du méandre de la rivière. Et ça dessinait comme une calligraphie en plan. Et parce qu'évidemment, c'était un concours ouvert, donc on n'avait pas pu aller sur le site, voir le site, mais on le connaissait par sa topographie. Et on a vu cette calligraphie, elle nous a rappelé les mouvements tectoniques qu'on avait vus en Islande. Et finalement, le projet est venu très naturellement. On a imaginé ce projet qui est comme un pont serpentant entre 2 collines, qui est tendu entre les 2 collines, qui fait le lien avec le paysage et qui va médiatiser le paysage. C'est un musée de la préhistoire, il raconte les débuts du monde, humain, et qui était un monde sauvage. Donc il cache toute l'urbanisation qui est derrière pour nous montrer que le monde sauvage, c'est les montagnes qu'il y a autour. Donc c'est un projet qui est traversé, on y rentre en passant par le sol, par l'intérieur. Donc c'est un projet qui est creusé et qui émerge et sur lequel on va pouvoir monter. Et c'est vraiment un projet à l'échelle du grand paysage, de la topographie. Il fait plus de 100 mètres de long. Et c'est un bâtiment-pont ondulant comme ça. C'est une sorte de grand serpent, on va dire. On voit l'entrée qui est creusée dans la roche, hein, les 2 côtés. Donc il y a tout un parcours à l'intérieur et ça ressort dessus. Et on peut aller sur le toit. Et on y rentre comme ça par l'intérieur, par des tunnels, c'est très organique. Et on va voir tout à l'heure dans les intérieurs que cette expression organique du volume, eh ben, elle se retrouve à l'intérieur, c'est une œuvre complète. L'extérieur et l'intérieur sont la même chose, c'est un peu comme un animal. Voilà, c'est un corps total, creux en l'occurrence. Voilà, vu de dessous, on arrive par cette forme comme ça, un peu voluptueuse qui se déroule autour de nous, qui est animée. En fait, les lumières qui sont là, elles sont animées la nuit et par un système informatique, et ça fait comme une sorte de respiration. Donc la nuit, c'est un blob respirant, en fait. On ne sait pas très bien quelle est sa forme, mais on voit qu'il respire. À la suite de ça, on a fait différents concours. Donc celui-ci, c'était pas un concours, d'ailleurs, c'était une faisabilité sur le site des Tours du Haut, qu'a gagné Jean Nouvel depuis. Donc c'était au début de notre aventure sur les microalgues. Donc il s'agissait de faire un projet à partir du cahier des charges de la CEMAPA. Donc il fallait faire 3 volumes en fait, avec une façade incorporant des cultures de microalgues en façade. Et on s'est dit, pour un bâtiment qui incorpore du vivant, avec des façades vivantes et mouvantes, on ne peut pas faire un bâtiment carré, rectangulaire. Il faut qu'on travaille sur la fluidité, sur les formes vivantes. Et donc, on a travaillé sur quelque chose de légèrement ondulant, avec des formes tranchées, comme ça, par moment, c'est ce qu'on voit ici, qui permettent de rentrer le volume, en fait, dans les panaches qui nous étaient donnés. Donc, il y a des petits blobs devant, un peu en hérisson, c'est la sortie du métro. Hein. Là encore, on la retrouve. Ça sort toujours. Hein. Et donc, c'est aussi sorti de la forme qui est là. Ça ondule légèrement sur la grande hauteur aussi, avec des éléments tranchés à différents endroits. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs blobs, les uns à côté des autres, et la tour qui ondule comme ça. Bon, finalement, le projet ne s'est pas fait. On n'a même pas participé au concours. Et finalement, c'est Nouvel qui a gagné. Et voilà, donc après la Corée, on a été retenu, on a participé à plusieurs concours.
dont celui-ci, c'était le musée d'art de Reims. Et il était posé sur un site ici qui s'appelait le Champ de Mars, au niveau de la Porte de Mars. C'était assez beau comme nom, parce que finalement, on venait d'un parcours qui était parti de l'Islande, d'un paysage vraiment très lunaire. J'ai oublié de dire, l'Islande, c'est vraiment lunaire, et presque martien en fait. Et on arrivait sur un endroit qui s'appelait le Champ de Mars, parce que c'était là où il y avait toutes les ruines du temple de Mars. Et il y avait à cet endroit-là la porte de Mars, qui était la porte d'entrée dans la ville. Et au cours de l'histoire, les limites de la ville avaient changé, elles avaient tremblé, elles s'étaient déplacées plusieurs fois. Donc ça faisait des cercles différents tout autour d'un point fixe, qui était la porte d'entrée dans la ville. Et la porte d'entrée dans la ville, c'était la porte de Mars. Et la porte de Mars, ancienne, elle était au centre de notre bâtiment. Du coup, on s'est dit, ce tremblement à l'échelle du temps, c'est intéressant, et on va faire un projet à partir de ça. On va exprimer ce tremblement, et on va faire un volume qui, lui aussi, tremble et oscille. Donc on voit bien, à chaque étage, c'est un carré, mais à chaque étage, le carré est placé à un endroit différent. Bah, ça fait une forme tremblante et un peu souple, comme ça, comme s'il y avait eu un coup de vent. Et il va y avoir un point fixe au milieu qui va être l'escalier, qui lui aussi oscille légèrement. Donc c'est un escalier à vis qui descend à l'endroit de la porte de Mars. Donc puisqu'on avait un volume légèrement tremblant et déformé, hein, puisque c'est comme si c'était un peu vivant, hein, qui bougeait avec le vent, on a aussi une façade incertaine et un peu nuageuse dans laquelle on a creusé c'est des lamelles en fait qui se vrille un peu, et donc on a un peu de lumière qui rentre à l'intérieur, et ça fait varier la façade, et c'est un peu là aussi, là encore, un effet nuageux qui passe à l'intérieur de la façade. Et finalement, on a un volume qui est arrondi, variable, c'est déjà presque un blob, mais c'est aussi quelque chose d'un peu vivant et changeant. Voilà. À la suite de ça, on a fait le projet pour le pavillon français. Et là, on a été confronté à un problème différent. Un pavillon français, une exposition universelle, c'est une concurrence entre les pays. Il faut exprimer l'identité du pays, l'identité de la France. Et au regard de l'alimentation, alors l'identité de la France, telle qu'on la connaît, et l'alimentation, c'est deux choses. Et donc on a été placé devant un dilemme, parce que l'identité de la France, effectivement, c'est la rationalité, la ligne droite, l'horizon bien droit, tout ça. Tous les projets qui avaient gagné les fois d'avant, ils étaient toujours très droits, parallélépédiques, tout ça. Et voilà, il y a une sorte d'imaginaire rationnel en France. Mais par contre, quand on regardait l'identité de la France au regard de l'alimentation, eh bien, en fait, tous les spécialistes de l'identité des territoires nous disaient la spécialité de la France, c'est qu'elle a des paysages différents, des collines, des montagnes, des vallées, qui ont fait des patrimoines génétiques différents, qui ont engendré à la fois des cultures différentes, des cultures humaines différentes, et des produits animaux, végétaux différents, et donc s'ensuit les fromages, les espèces animales, les espèces végétales, etc. Et donc tout ça était très différent de la rationalité française et plus rond, on va dire. Donc du coup, on s'est dit, on va découper la forme montagneuse des collines et des montagnes de la France dans le volume rationnel à construire, tel que la France s'imagine être, et ça va faire le projet. Et donc le projet s'est construit comme ça. Donc on va revenir sur les intérieurs avec Nicolas. Et donc une structure très rationnelle, toujours la même, dans laquelle on a découpé une forme à double courbure, une spline en fait, qui représente la diversité des paysages français. Et puis finalement, à la suite de ça, ce blob intérieur qui avait été creusé à l'intérieur du pavillon de France, c'est devenu le pavillon du Luxembourg, qui est devenu un blob extérieur. C'est quasiment la même forme, mais on l'a inversé et c'est retourné. Et ça devient, comme c'était à Dubaï, donc les tentes, tout ça, les collines, les dunes, tout ça, et c'est devenu une tente à ombre pour fabriquer de l'eau, en fait. Donc voilà la forme en question. On voit bien qu'elle est directement inspirée de projets précédents, c'est presque un inverse, avec des formes plus rondes, toujours voluptueuses, c'est les dunes, c'est voilà, cet univers. Et ça, c'est le sol lui-même qui se soulève, qui se continue, qui se divise finalement pour faire un espace dessous.
On n'est pas loin des cavernes qu'on va voir tout à l'heure et qui étaient dans les projets précédents. Voilà. Et à la suite de ça, enfin, parallèlement, la Cité du Vin. Donc la Cité du Vin, elle est sur un site particulier. On voit bien que les projets, finalement, ils sont toujours différents et dépendent du contexte, du site. Dubaï, c'est pas la même chose que Milan. Voilà, la France, c'est pas la même chose que Luxembourg, etc. Et donc la Cité du Vin, elle est au bord d'une grande rivière, la Garonne. Et cette grande rivière, elle fait des courbes. Et ces courbes, elles sont entourées de collines. Et il se trouve que tout autour, donc on est dans un tournant de la rivière, il y a les collines tout autour. On est dans un grand paysage, même si on est au bord de l'eau, on est dans cet univers qui est bordé par ces collines. Et il faut trouver là un pivot qui fasse tourner, autour duquel le fleuve va tourner. Ce pivot, il est sur ce site, qui lui-même est presque rond, qui est à la charnière également, puisqu'on parle du pivot, on parle de vigie, d'entrée de port, etc. Il est lui-même à la charnière entre la ville ancienne qui est là et le port qui est là, avec un bras de rivière qui va venir ici dans les bassins à flot. Donc il a une position stratégique, à un tournant, deux fois un tournant, celle de la grande rivière et celle de l'entrée des bassins à flot. Et donc tout ça a amené une configuration ronde et tournante à l'intérieur. Donc ça, c'est l'insertion en site. Et ça a amené aussi, pardon, donc voilà, on voit cette configuration ronde et tournante, qui n'est pas venue tout de suite, mais qui est venue comme une évidence quand on a croisé notre réflexion sur l'insertion dans le site, sur la situation, sur les repères aux entrées des ports, sur les vigies, etc., qui sont souvent des bâtiments ronds. Quand on a croisé ça avec le résultat d'une enquête qu'on a fait, on fait toujours ça pour les musées, on rencontre des gens qui sont des spécialistes de l'identité du sujet qu'on doit montrer dans le musée. Donc en l'occurrence, c'était le vin. C'est quand même plutôt agréable de faire une enquête sur le monde du vin, donc surtout à Bordeaux. Ça permet de rencontrer les vignerons, de goûter le vin, de rentrer dans cet univers, etc. Et il y a plusieurs choses qui sont apparues comme particulièrement récurrentes dans ce monde du vin. D'une part, ces mouvements comme ça, tournants, qui étaient le geste rituel des buveurs de vin, donc qui allait bien avec cette circularité qu'on trouvait déjà dans le site, qui est aussi une circularité qui est nécessaire au musée. Dans les musées, on revient toujours au point de départ, parce qu'il faut retrouver ses affaires, etc. Et aussi voilà, une rondeur qu'on avait perçue aussi dans un vin qu'on a goûté à un moment donné. On a goûté un vin qui était un vin assez extraordinaire, qui s'appelait Osana. Et donc c'était déjà un programme. Et quand le vigneron qui nous a fait goûter a reposé son verre, il a réfléchi, il a dit « une rondeur sans couture ». Et nous, on a goûté le vin, et le vin a mis un certain temps à se révéler, et tout d'un coup, il s'est révélé comme un truc incroyable. En fait, ça fait un choc. Et je ne sais pas comment expliquer autrement. Et donc, nous qui avions à construire un musée plat, d'après le programme, sur un seul niveau, sur la totalité, avec une surface qui faisait la totalité constructive du terrain, avec un belvédère à cette hauteur obligatoire, avec ces surfaces obligatoires, ben finalement, ça nous a semblé comme une évidence que finalement, au lieu d'avoir différents volumes les uns sur les autres, on avait un seul volume, une seule robe qui partait du sol et qui s'élevait comme ça. Parce qu'en fait, c'est la suite de différentes choses qu'on a vues. Et finalement, cette vigie d'entrée des ports qui vient faire un pivot aussi dans le tournant de la Garonne, en fait, c'est apparu comme une seule forme fluide et qui allait exprimer la fluidité du vin et ce qu'on ressentait, qui est quand même assez baroque quand on boit du vin. C'est jamais totalement clair, on ne sait jamais exactement ce que c'est. Chaque personne va le percevoir différemment et suivant l'état d'esprit dans lequel on est, finalement, tout ça fait un peu tourner la tête. Et donc on a donc une forme qui est dansante et qui est un peu baroque aussi, et qui tourne, et qui vient inclure le mouvement global du visiteur à l'intérieur. Et cette forme, elle change suivant qu'on est au bord du fleuve. Vous avez remarqué effectivement que la robe est de la
couleur du fleuve, elle a un matériau particulier qui change de couleur suivant la lumière. Et finalement, elle est toujours raccord avec la couleur du fleuve qui est un peu comme ça, dans ces teintes dorées, en fait. Et cette robe et cette forme, elle change. Des fois, elle est plus plate et plus large du côté du fleuve, parce que le fleuve s'étale. Et quand on arrive du côté de la ville, elle devient plus fine. Donc sur un côté, elle est plus fine et plus élancée. Et c'est le côté de l'arrivée, parce qu'on avait un urbaniste qui voulait que ça soit très fin et élancé. Et nous, on avait des surfaces à mettre, et ça faisait pas forcément de proportion élancée. Donc d'un côté, c'est très fin et élancé, et de l'autre, ça l'est moins. Donc ici, on voit l'élancement maximum ici. On voit le rapport à la ville, aux ruines, parce que, bon... Le quartier autour, c'est des anciennes usines, en partie en ruine. Donc on a ce truc-là qui s'élève, qui est pas... Il a des failles. C'est une robe qui est en partie lacérée, en partie déchirée. On voit la construction derrière. C'est pas un blob entièrement léché, entièrement fini. C'est une robe qui se révèle. C'est presque un... Je sais pas. Ça... Voilà, il se passe des choses. Et ça convoque aussi d'autres univers. Par exemple, ici, on était dans la séquence d'arrivée par la ville, le long du tramway. C'est un univers très portuaire. Donc il y a plusieurs ponts à cet endroit-là. On est presque à Tokyo, en fait, ici. Et on voulait une expression qui soit pas seulement bordelaise, parce qu'il y avait une ambition sur ce musée. Une ambition du client d'être quelque chose d'international, et aussi on a convoqué quelque chose qui est de l'ordre de l'Asie. Donc on va se rapprocher, là on est dans la partie la plus fine, et c'est un projet qui a été aussi imaginé en fonction de la première fois on l'a vu, qui était une fois où c'était dans la brume, et donc quand il sort de la brume, il apparaît comme ça dans cette dimension un peu brumeuse et variable. Et plus on se rapproche, et plus c'est variable, et plus c'est incertain, et ça bouge, c'est comme un grand muscle en fait. Et là, c'est une vue que vous ne pouvez jamais voir en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous la montre. Et parce qu'au milieu, le blob, il retourne, et il fait un patio à l'intérieur, et il redescend. Et c'est comme une géographie où ça varie, il est parfois lisse, il est parfois avec des écailles, comme vous voyez là. Parce que justement, le vin, c'est jamais toujours lisse, parfait, des fois c'est un peu rugueux, des fois c'est plus smooth, etc. Et voilà, c'est un monde un peu lunaire, une géographie particulière. Là, on le voit dans sa confrontation avec la ville, hein, c'est presque l'alien en fait quand on est dedans. Mais il faut dire que le vin, c'est vraiment un monde particulier qui domine la ville de Bordeaux et c'est un monde culturel entier. Et cette ville, elle est vraiment en rapport avec le vin. Et on voulait exprimer là le vin, la fluidité, la variabilité du vin, son caractère insaisissable. Et donc on a une robe, une géométrie, elle aussi insaisissable. Et c'est pour ça qu'on a fait un bâtiment qui ne ressemble pas à un bâtiment. Il ressemble à ce qu'on ressent quand on boit du vin. Et ça, c'est la vue intérieure quand on redescend dans le patio, et celle-là, vous pouvez la voir. Et à partir de là, on va passer vers les espaces intérieurs. Et là, c'est un peu la présence. Alors, rapidement, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que ce qui est important pour nous, c'est dans ces blobs, c'est que en fait, le blob, c'est une architecture, c'est une forme continue avec un continuum qui exprime l'entièreté du programme et de tous les enjeux du projet. En fait, on essaie d'exprimer à chaque fois par une seule forme qui est déformée. Tous les programmes, toutes les contraintes d'inscription, mais c'est pas plusieurs objets posés, on cherche à avoir une sorte de forme holistique en fait, comme on pourrait le dire. Et c'est assez important. Et la deuxième chose qui est aussi importante dans notre démarche, c'est que souvent ces formes sont en relation avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce que je vais vous présenter là. Donc pour la blague, on l'a appelé le bulbe, qui est l'intérieur de ce qui se passe dans le blog. Alors on va faire un petit retour en arrière dans la chronologie. Comme ça. Voilà, donc on revoit le Forum des images, donc était un peu le premier projet, qui était donc un projet d'intérieur, qui reprenait une espèce de forme un peu organique, puisque c'est le blog est un peu ce côté organique. Et l'enjeu était dans ce projet qui est à l'intérieur du Forum des Halles, plusieurs espaces intérieurs qui étaient décousus, pas reliés entre eux, de pouvoir les relier entre eux et de donner une cohérence générale.
Donc le principe, ça a été de faire toute cette paroi intérieure, ces espèces d'intestins. Alors ce qui est assez marrant, c'est que longtemps, les Halles, ça a été le cœur, le ventre de Paris, avec le grand marché. Donc là, c'est une espèce de ventre du blob. Donc voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Et on est dans une espèce de grand corps intérieur, et même à un moment donné, on avait proposé de le faire, quoi. C'était une intuition, mais rose-rouge, quoi. Bon, ça a été refusé par le client parce que trop charnel, mais bon, c'était inconscient, c'était un peu comme ça. Donc ces formes, c'est les premières ébauches de continuum de formes, avec là, il y a juste les arrondis qui apparaissent dans les angles, dans les arêtes, mais qui essaye de donner une cohérence générale au projet. Donc là, on voit les différentes vues de l'espace du hall. Il y avait une bibliothèque du cinéma qui était de l'autre côté, qu'on a aussi réunie par une même gestion de l'espace, avec le même traitement des lumières. Voilà, bon, ça c'est des vues d'ambiance dans cette espèce d'atmosphère blanche avec un ruban lumineux, une lumière assez importante. Là, on revient donc au Jongok Prehistory Museum, là, dont on voyait l'espèce de grand serpent argenté. Donc là, on voit qu'au niveau de la coupe, l'arrondi devient plus ample, mais il y a encore de la droite. Mais on voit qu'il y a une évolution dans la démarche. Et là, on voit les espaces intérieurs, qui étaient... Dans le projet, il y avait cette histoire de relation avec le paysage, d'avoir cette grande forme qui pontait deux petites collines et qui faisait donc qui rassemblait toute la programmation qui était demandée. Mais il y avait aussi une idée, comme dans la Cité du Vin, il y a une évocation du vin. Là, c'était un musée de préhistoire, donc une évocation du temps. Donc il y avait, on convoquait l'image du vaisseau spatial, et donc à l'intérieur on est un peu dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un espace très blanc, aussi où tous les espaces sont continus. Et voilà, donc on représente la vue à l'envers, parce que la pesanteur est aussi un enjeu, bon, avec lequel on est obligé de travailler, mais on aimerait bien pouvoir s'en émanciper. C'est là où le blog nous intéresse beaucoup, parce que c'est pour ça qu'on a mis des photos de l'organisme cellulaire en début et qu'on va retrouver à la fin. C'est que c'est un organisme très vivant, et on aimerait bien que, à terme, notre architecture soit aussi vivante, qu'elle évolue. Pour l'instant, le blog reste des choses très figées, finalement. Mais bon, on aimerait bien pouvoir évoluer avec toutes les avancées technologiques, à terme, pouvoir faire des architectures plus vivantes que celles qu'elles sont actuellement plutôt figées. Donc ça, c'est les différentes vues des espaces intérieurs, la bibliothèque, le hall d'entrée. Ensuite, on a fait ça, c'est un concours qu'on n'a pas gagné. C'était la gare pour le métro du Grand Paris à Roissy. Donc c'était une gare assez intéressante parce qu'il fallait descendre à 45 mètres de profondeur, parce que le métro était très bas, parce qu'il devait passer sous les fondations des bâtiments qui sont autour de l'aérogare. Et donc c'est vraiment c'est un espace inversé, et ce qui nous intéressait, on voit dans le profil, c'était d'avoir toujours le continuum entre le niveau bas qui sont les quais, le niveau du haut qui est le niveau d'interconnexion avec les aérogares, la gare du TGV, et de passer du noir à la lumière, et de convoquer des idées qui sont aussi la voûte, mais la voûte avec un évasement à un moment donné. Donc voilà, donc on voit les espaces avec le resserrement au milieu, tout un travail sur les escalators, et après on travaillait sur des projections justement pour essayer de rendre toutes ces parois comme des choses. Bon là, une petite blague aussi, on inverse l'image pour convoquer cette idée de pesanteur qui nous pèse finalement, mais bon, qu'on aimerait bien, avec laquelle il faut travailler, mais on peut travailler avec des miroirs ou des choses comme ça pour pouvoir s'en affranchir. Et on pouvait donc faire des projections sur les parois. Il était prévu de faire des projections avec des images ou des choses plus abstraites, et on était vraiment dans un espèce d'organisme presque vivant. Et voilà, c'est toujours cette idée d'évoluer vers quelque chose de toujours, qu'on est toujours un peu tangent avec la notion du vivant, en fait, dans notre architecture, même si on est obligé d'avoir des projets très figés. Ça, c'est une boutique Patrick Roger, c'est une petite boutique qui a été faite à la Madeleine, à Paris, une chocolaterie, oui, où on voit là l'espace, donc c'est
Il y a une autre idée qui arrive, qui va être retravaillée plusieurs fois après dans les autres projets, c'est un peu la voûte. Donc c'est à la fois le blog en négatif, mais c'est aussi le travail de la voûte. Donc c'est le principe, c'était des espèces de grandes, l'évocation de bulles d'air avec des parfums, les effluves du chocolat. Et donc c'est une espèce d'image en négatif de bulles d'air et qui était dessinée donc par il y a plus de 5000 tubes qui sont découpés en découpe laser à partir de fichiers sur lesquels on avait travaillé et qui font donc toute la matérialité de la boutique et l'espace de la voûte. Et le tube en aluminium avait été choisi parce que Patrick Roger fait aussi des sculptures en chocolat et toute l'armature de ces sculptures sont faites à partir de ces tubes d'aluminium. Donc là, on voit des photos. Tubes de chocolat, mais il y a de l'aluminium. Bon. Et là, bon, voilà, on inverse, voilà des vues. Le pavillon français à l'exposition de Milan, donc dont parlait Anouk. Donc on voit un peu là le sol, lui, est toujours très plat. Par contre, il y a tout un travail sur la voûte. Et pareil, l'espace est toujours en continu. On essaye de mettre donc en continuité. Tout le rez-de-chaussée du pavillon était dans un seul espace dans lequel il y avait plusieurs programmes. Il y a la boutique, l'exposition temporaire, l'exposition permanente, une boulangerie et je crois qu'il y avait un autre programme. Et tout ça était toujours dans un continuum et qui était dessiné par cette voûte qui reprenait la structure générale, qui était une voûte structurelle et qu'on voyait donc en façade, qui venait se révéler en façade. Donc il y a toujours cette idée, même si c'est un peu différent sur ce projet-là, d'adéquation entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Et ce qui se passe dehors, les formes qui s'expriment à l'extérieur, à la fois sur le musée en Corée du Sud ou notamment la Cité du Vin à Bordeaux, c'est des formes qui révèlent réellement ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas, par exemple, entre la Fondation Vuitton ou le projet de Confluence, qui sont des objets qui ont des formes extérieures, et à l'intérieur, il se passe des choses qui sont complètement différentes. Il y a une vraie différence entre la paroi et les espaces intérieurs. Or que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'avoir cette cohérence entre les deux, le volume extérieur et le volume intérieur. Donc on voit la charpente, donc un travail. Bon, là techniquement il y avait des éléments assez intéressants, c'est-à-dire que toutes les structures, les systèmes d'accroche sont tous invisibles. Et toute la découpe des sous-faces des poutres sont toutes ce qu'on appelle débillardées, c'est-à-dire qu'elles suivent le volume général. Elles ne sont pas perpendiculaires au plan de la charpente, mais elles suivent, à partir des outils numériques, la forme générale, donc ce qui donne une certaine plasticité à l'espace. Et là, on voit donc la Cité du Vin, pour terminer, où là, donc, on a un volume, on a le sol, et tout le volume, le reste du volume, à part le sol. Donc la prochaine étape, on espère qu'on pourra faire tout, compris le sol, un grand blog total. On n'y est pas encore arrivé, mais bon, c'est la prochaine étape. Et là, on voit des photos du chantier avec la charpente bois. Donc la charpente, pareil, on toujours ce travail sur la voûte, le bois. La forme qu'on voit, c'est la forme qu'on voit de l'extérieur. Il n'y a pas de médium entre les deux. Et ce qui était important aussi, ce que disait Anouk, c'est que quand on a bu ce vin d'Ozana, ça a été une grande émotion. Et on s'est dit, ce projet, il doit être très ample à un moment donné dans son volume. Donc d'où cette espèce pas de cathédrale, mais presque cathédrale du vin. Donc on a un grand espace d'exposition permanente qui est dans cette grande forme qu'on voyait de l'extérieur, ce grand tore qui recueille donc tout l'espace de visite intérieure. Et donc on voit tout le travail des charpentes. Là, c'est une charpente très simple. Ce sont des arches. Toutes les arches sont différentes, mais ce sont des arches planes, donc qui sont juste disposées de manière rayonnante. Voilà, différentes vues. Avec hop, et voilà.
et on finit. Et donc là, le blob, l'organisme unicellulaire qui vient gagner notre architecture. Mais, en petit clin d'œil, on aime bien aussi ce qui est vivant au niveau des microalgues. Donc on a aussi tout le travail. Donc, si tu fais une autre conférence sur les microalgues, on pourra enchaîner. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et cette présentation qui, je crois, complète assez bien parce que vous partez finalement de paysages tout à fait différents. Alors, comme vous êtes sympathique, vous dites, bon, mais c'est presque Mars, c'est presque... Non, mais finalement, c'est quand même les paysages du début de la formation, de l'orogénèse, de ce genre de choses-là qui est intéressante. Alors moi, j'étais quand même frappé à un moment... Quand tu as dit à nous, eh bien, d'un côté, non seulement c'est plus étroit que de l'autre côté, pour la Cité du Vin, on a fait une forme plus étroite, mais ça fait japonais. Et de l'autre, au contraire, c'est une sorte d'assomption du paysage qui se poursuit dans l'architecture. Et ça, je crois que c'est quand même très intéressant que ce bâtiment il soit à la fois le paysage bordelais, qui arrive finalement, je ne vais pas faire mon petit Heidegger, mais qui arrive à sa terminaison, et de l'autre côté, quelque chose d'étranger, de japonais. Et quand on s'était croisés une fois avant, vous m'avez dit, nous on est des architectes pas si français que ça, on est au moins aussi japonais que français. Et en fait, l'ambition de ce projet, l'ambition du client, du maître d'ouvrage et de la ville, c'est de faire une cité internationale du vin. Et finalement, ça nous a interpellés qu'on nous demande de participer à ça. Les gens, ils ne savaient pas qu'on était à ce point-là marqué par l'Asie, le Japon, la Corée. Parce qu'à un moment, en fait, c'est des pays différents, des patrimoines culturels différents. Mais à un moment, tout se percute parce que finalement, on transporte ces cultures avec nous, en fait. Et finalement, dans ce lieu, par sa dimension univers des ports, par le tramway qui passait, les fils dans le ciel au-dessus de la rue, le pont tournant, en fait, c'est juste en face d'un pont tournant. Enfin, il y a quelque chose qui appartient aussi à ce qu'on voit au Japon, en fait. Et finalement, le bâtiment tel qu'il vient, enfin pour nous, quand il a été réalisé, ça a été particulièrement épatant, c'est que ça nous a rappelé certaines émotions qu'on avait eues à Séoul, par exemple. Et pourtant, on a essayé de faire au maximum quelque chose qui soit intégré dans le paysage, avec les couleurs du paysage qui résonnent avec la colline, avec le pont autour, avec tout le grand paysage, avec l'échelle de la ville pour arriver à trouver la finesse de la tour pour que du côté ville, ça réponde bien, ça ne soit pas brutal, ça s'insère bien dans le paysage. Et finalement, quelque part, on a transporté avec nous des éléments des villes japonaises. Pas complètement d'accord. non, mais c'est parce que quand je m'étais d'accord. C'est pour ça qu'on est très loin. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on a fait le concours, la situation urbaine, la côté fleuve, ça n'a pas bougé, mais côté urbain, bon, il y avait effectivement les bassins à flot, le pont tournant, il y avait des entrepôts, des usines laissières. C'était un espace très périurbain en fait, et très varié, très riche en émergence. Il y a des silos, c'était pas du tout le Bordeaux qu'on connaît, quoi, du tout, et pas du tout non plus le quartier qui existe maintenant, parce que tout le bassin à flot, il y a eu le projet de Michelin qui est en cours de construction, qui a complètement métamorphosé le projet. Mais nous, on a plutôt fait le projet par rapport à cet environnement On dit la même chose. Bon, oui, vous me semblez plutôt d'accord tous les deux là. Non, mais ça m'amusait quand même que ce bâtiment soit aussi local et déplacé, sans compter la soucoupe qu'on voit quand on est en haut et qu'on regarde la partie dorée, ça fait très soucoupe hein, quand même. C'est assez étonnant. Et finalement, le rapport à la science-fiction, parce que vous parlez beaucoup de science-fiction pour le musée de la préhistoire, en le comparant notamment à L'Os Vaisseau de 2001, et pour celui-ci, il n'y a pas eu une petite mention de science-fiction. Donc il n'y en a pas, selon vous. Hein. Non.
quoi, il n'y a pas de volonté de... Non, c'est plutôt le sujet du vin, quoi, le sujet des flux, le flux du fleuve, le flux du vin, le flux de l'enivrement. C'est plutôt ça, en fait, ce projet. C'est plus une évocation. C'est plus une évocation que... Voilà, et puis pas forcément une projection dans le futur, en fait. Faut comprendre que ce site, il est à cheval entre plusieurs mondes. Et il porte plusieurs mondes en lui. Il porte même d'autres continents. C'est un port. C'est la charnière de l'entrée du port. On n'est pas dans la ville patrimoniale du tout. On est dans un autre monde. Ça a été d'abord un port, après ça a été le territoire des sous-marins. Et bien avant, il n'y avait même pas de terrain à cet endroit-là. Ça a été construit sur le fleuve. Et donc finalement, ce site, c'est un sort de palimpseste qui cumule une écriture, une dimension géographique depuis le début des temps, avec cette colline, la rivière qui creuse la colline, tout ça qui tourne à cet endroit-là. Et puis l'histoire qui a fabriqué le port, et le port, c'est quand même... l'univers des ports, il est universel. On va le retrouver aussi à Tokyo. Enfin, voilà, parce que c'est la même chose, en fait. L'univers des ports, il transporte son propre monde. Et l'univers périurbain, c'est aussi ça, c'est aussi un univers périurbain. Et c'est quelque chose qui est commun avec le Japon, pour le coup. Et du coup, ce lieu, c'est un collage de plusieurs mondes, de plusieurs temps. Dans l'histoire de Bordeaux, il y a eu aussi des bateaux qui sont venus, dont la forme était façonnée par les flux aussi, et cette forme ronde aussi, elle porte tout ça, en fait. Le flux, il relie tout ça, en fait. Effectivement, là-dessus, on s'est attaché à la liquidité, au flux, au mouvement, et au changement. C'est presque un projet météorologique, il change avec le temps, mais il n'y a pas la notion de futur, en effet. La notion de futur, elle était en Corée, effectivement, mais... Par contre, il y a un lien entre la Corée et le projet de Bordeaux. Oui, parce que, en fait, avant de faire le projet tel que vous le connaissez, pendant les 2 mois du concours, on a fait plusieurs hypothèses de projet. On fait toujours ça pour un projet important. On imagine tous les projets que vont faire les concurrents pour savoir lequel on va choisir. Et donc on imagine plusieurs projets, donc on se demandait lequel choisir. Tout ça, c'est toujours une grande discussion entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'enquête, pour essayer de voir qu'est-ce qui allait le mieux avec ces projets. Et puis 15 jours avant de rendre, on a eu un coup de fil de la Corée qui nous a dit « Ah, mais on a fini le bâtiment que vous avez conçu, dont on avait fait les plans d'exécution, mais pas le chantier. On a fini le bâtiment, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine ?» Bon, c'était 3 semaines avant. Donc 15 jours avant la rendue du concours, on va en Corée pour inaugurer le bâtiment de la Corée qu'on n'avait pas vu. On n'avait vu aucune photo. On avait livré les plans d'exécution, on avait livré un cahier de détail comme ça, un fichier numérique de tout, y compris tous les tuyaux à l'intérieur. Et on se demandait, oh là là, est-ce que ça va être bien ? Parce qu'on ne savait pas du tout, peut-être ils allaient mettre les détails dans le mauvais ordre, tout ça, enfin on ne savait pas. Et en fait les Coréens, ils sont très forts quand même. Et donc ils avaient fait tout parfaitement. Et on arrive, et la première vision qu'on a, c'est celle qu'on vous a montrée là, la deuxième image qu'on vous a montrée. Il y avait un champ là, et on arrive dans le champ, et au détour du champ, tout d'un coup on voit ce truc-là dans le paysage. Et c'était juste un truc de ouf, quoi. Et il y avait une présence dans le paysage incroyable, et surtout c'était cette partie avec les courbes, comme ça, assez forte. On l'avait beaucoup étudié pour voir si ça marchait, etc. Et en fait, on n'était pas sûr du tout que ça marchait. On ne l'avait pas dit au maître d'ouvrage, mais bon, on avait testé du mieux qu'on pouvait, mais franchement, on n'avait aucune certitude. Et ça marchait tellement bien, c'était tellement incroyable, quoi. Et que, en fait, quand on est revenu avec le vin qu'on avait bu, etc., tout ça, c'est... Enfin, non, c'est vrai. Non, qu'on avait bu avant, enfin, ça nous a interpellés, en fait. Et l'histoire de la robe qui relie tout, en fait, on n'aurait pas osé le faire si on n'avait pas visité en vrai le projet de la Corée entre-temps. Et finalement, ça nous a convaincus qu'on pouvait arriver à le faire techniquement, mais ce n'est pas évident non plus.
Quand on a gagné le projet de la Corée, on n'avait même pas imaginé une seconde qu'on gagnerait devant 800 projets remis. Et donc, on avait fait ça comme ça, parce qu'on trouvait ça joli. Et, et après, bon, ben voilà, on ne savait pas si ça marcherait, en fait. Et donc, voilà, l'événement qui s'est passé, c'est qu'on a fait un son en Corée, et on est revenu, on a changé tout le projet. Donc, en 15 jours, on rend hommage aux équipes qui ont réussi à convaincre les maquettistes qui ne voulaient pas faire la maquette qu'il fallait le faire. C'était le bon projet.